sorti avec Camille quand j'étais en terminale. J'ai 20 ans maintenant, donc c'était il y a quelques années, mais c'est encore très frais dans ma mémoire. Pour préserver sa vie privée, je n'utiliserai pas son vrai nom. Je vais donc l'appeler Camille. Camille et moi nous sommes rencontrés grâce à notre travail, ce que je sais maintenant n'est jamais une bonne idée. Avant même qu'on commence à sortir ensemble, il y avait des signaux d'alerte que j'aurais dû remarquer. Par exemple, elle venait sur notre lieu de travail pendant des heures, juste pour me regarder travailler. Et je la surprenais parfois en train de me fixer. Et puis quelques mois après le début de notre relation, les choses sont devenues assez toxiques. Je me sentais constamment étouffé. Je n'avais plus de temps pour mes loisirs, mes amis, ni même pour moi. C'était le genre de fille qui voulait savoir où j'étais, avec qui, et ce que je faisais 24/24. Si je ne répondais pas à un appel, ça devenait 25 appels manqués, et une tonne de messages qui finissaient toujours en dispute, même si j'étais juste aux toilettes. C'est allé jusqu'à ne plus pouvoir jouer aux jeux vidéo avec mes amis, sans que cela déclenche une dispute. Finalement, on a rompu, mais pas sans qu'elle fasse tout pour me faire revenir. Elle m'attendait devant mon travail jusqu'à ce que je sorte. Et quand je sortais, elle me suivait jusqu'à ma voiture, m'empêchait de monter et essayait de discuter. J'en ai eu marre. Un soir, elle est venue en disant qu'elle voulait parler. J'ai décidé de lui parler, ne sachant pas quoi faire d'autre. Camille essayait aussi de me poursuivre en justice pour un truc super mesquin dont je préfère ne pas parler. Et elle utilisait ça comme menace pour me forcer à lui parler. Bref, je suis monté dans sa voiture. Elle répétait encore les mêmes discours que j'avais déjà entendus des centaines de fois. Je lui ai dit que je ne voulais plus parler, mais à ce moment-là, son père l'a appelé. Elle s'est servie de ça comme menace et m'a dit « Yeugué, si tu ne restes pas là à me parler, je vais lui demander de te poursuivre maintenant. » Yo, et là j'ai dit « Ah ben, fous-moi la paix. » Yo, et j'ai tenté de sortir de la voiture. La porte était verrouillée, donc pendant que je la déverrouillais, elle m'a attrapé le bras et enfoncé ses ongles dans ma peau. J'étais choqué car jusque-là il n'avait été que verbal, jamais physique. Je n'avais jamais vu cette expression sur son visage. C'était de la pure méchanceté, et je ne vais pas mentir, j'étais vraiment mal à l'aise. Je suis assez grand, elle était toute petite, donc je savais que je pourrais me dégager si nécessaire. J'ai ouvert sa portière et essayé de m'éloigner, mais elle me tenait très forte. Je lui ai dit de me lâcher, mais elle ne bougeait pas. Je tirais sur mon bras, essayant de partir, mais elle ne lâchait rien. Ma peau commençait à se décoller. Alors j'ai pris une décision rapide de les tirer vers moi sur le siège passager, ce qui m'a laissé assez de temps pour fuir et monter dans ma voiture. J'ai roulé chez moi plus vite que jamais. J'aimerais pouvoir dire que ça s'est arrêté là, mais bien sûr non. Malheureusement, Camille et moi étions quasiment voisins. Elle habitait à quelques rues de chez moi. Cette nuit-là, alors que je jouais à des jeux vidéo, j'ai entendu une voiture dehors, mais j'ai cru que c'était dans mon jeu. Je jouais GTA 5. J'avais aussi fumé un peu, donc je me suis dit que ça rendait les bruits de voiture plus intenses. Un peu plus tard, j'ai entendu un petit bruit sur la fenêtre. Je me suis dit que j'étais parano. L'herbe me rend nerveux parfois, surtout après ce qu'il s'était passé. Mais ce doute a vite disparu quand j'ai entendu un deuxième bruit, puis une voix de femme dire mon nom. Je savais que c'était Camille, et j'ai commencé à paniquer. Mes stores ne sont pas très épais, donc je savais qu'elle pouvait me voir. Je ne voulais pas ouvrir, car à ce moment-là, je savais qu'elle pouvait être dangereuse. J'ai fait semblant de ne rien entendre, espérant qu'elle parte. Mais non. Après 1 ou 2 minutes, elle a commencé à frapper la fenêtre. Son ton est passé de doux et désolé à agressif et en colère. Je ne comprenais pas tout, mais c'était dans le genre Yeugué, tu ne peux pas me faire ça. T'es qu'un connard. Yo, ce genre de choses. Je devais agir. Je ne voulais pas déranger la police, mais maintenant, avec le recul, j'aurais dû les appeler. J'ai fait l'erreur d'ouvrir la porte et de lui demander ce qu'elle voulait. Je lui ai demandé pourquoi elle était là et pourquoi elle ne pouvait pas me laisser tranquille. Elle a repris un ton doux et m'a demandé son pull. Je lui ai crié dessus en lui disant qu'elle ne pouvait pas débarquer chez moi à 2h du matin pour un pull. Et j'ai ajouté que si elle ne quittait pas ma propriété, j'appellerais la police. Là, elle a explosé, criant et se mettant à pleurer de manière incontrôlable. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié, mais ensuite mon cœur s'est arrêté. Elle n'était pas seule. À gauche, il y avait un arbre épais dans notre jardin, et derrière lui se cachait une silhouette avec une capuche. Elle m'a vu regarder vers l'arbre et a compris que je l'avais vue. Elle a attrapé mon bras. Pendant qu'elle faisait ça, j'ai vu la personne sortir de derrière l'arbre et courir vers ma fenêtre. Je n'ai pas vu son visage. Ça n'avait pas d'importance, il courait vers moi. Mon instinct de survie s'est déclenché. J'ai claqué la fenêtre sur le bras de Camille.
Elle a crié de douleur et s'est reculée. J'ai fermé et verrouillé la fenêtre juste avant que l'autre personne n'arrive. Mon cœur battait à tout rompre. Je leur ai montré mon téléphone avec le 17 en train d'être composé, et à ce moment-là, ils ont couru vers la voiture de Camille, ont démarré et sont partis. J'étais en état de choc, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Un agent est venu chez moi. Il a pris mon témoignage et m'a dit qu'il me rappellerait si quelque chose en découlait. Bien sûr, comme souvent avec ce genre d'appel, il n'y avait pas de preuves. À ma connaissance, elle n'a jamais eu de problème légal. Et pour s'il voulait faire avec moi, elle a déjà fait agresser ou voler d'autres personnes, alors je ne serais pas surpris s'il voulait me faire pareil. Ou pire, j'ai juste eu une chance incroyable que la personne derrière l'arbre ait décidé de se montrer. Je m'appelle Léa, je n'ai pas vraiment beaucoup dormi depuis mardi dernier. Pas parce que je ne peux pas, est-ce que je ne me sens plus en sécurité en fermant les yeux? C'est ce qui arrive, je suppose, quand quelqu'un que vous pensiez connaître se révèle capable de quelque chose que vous n'attendez que dans les films d'horreur. J'ai rompu avec mon petit ami Thomas il y a 3 semaines. Ce n'était pas dramatique, du moins pas au début que. Nous sortions ensemble depuis un peu moins d'un an. Au début, il était adorable. Il était trop attentif et envoyait toujours des messages et appelait comme tout partenaire au début. Au début, cela ressemblait à un véritable amour, le genre dont on pense avoir de la chance. Mais avec le temps, c'est devenu possessif. Il s'énervait si je mettais trop de temps à répondre. Il posait des questions bizarres comme à qui j'avais souri ce jour-là, ou si j'avais vu des mecs me regarder. Parfois, il se présentait à mon travail sans prévenir, juste debout, devant la fenêtre, comme s'il vérifiait. Il est même venu dans les bars où j'étais avec des amis lors de soirées entre filles, et m'a ensuite forcé à rentrer avec lui. Mes amis ont commencé à le détester pour ces raisons exactes. Il ne m'a jamais fait confiance, mais je n'y ai mis fin que lorsqu'il a demandé si j'accepterais de mettre un traceur sur mon téléphone pour nous protéger mutuellement. Pas pour partager nos positions, mais pour littéralement me pister. Ça a été la goutte d'eau pour moi. Je lui ai dit que c'était fini, et en réponse, il a pleuré d'abord, puis est devenu silencieux. Je me souviens avoir raccroché lors de notre dernier appel avec cette étrange oppression dans la poitrine, comme si j'attendais que l'autre chaussure tombe. Pendant un certain temps, les choses ont été calmes. J'ai bloqué son numéro et essayé de passer à autre chose. J'ai recommencé à aller à la salle de sport à cuisiner de vrais repas, juste essayer de me sentir normal à nouveau. Mais environ 1 semaine après la rupture, j'ai commencé à recevoir des messages étranges. Pas de Thomas, ou du moins pas directement, mais de numéros aléatoires sans nom ni contexte. Ils étaient courts, généralement juste une phrase vague. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. C'est un moyen infaillible pour qu'un numéro spam sache continuer à vous harceler. J'ai simplement bloqué chaque numéro à mesure qu'il arrivait. Je ne l'ai pas dit à mes amis. Je me suis dit que c'était probablement une arnaque ou un beau spam, parce que Jen reçoit toujours. Mais ensuite les choses ont dépassé les simples messages aléatoires. Une nuit, j'étais au lit et j'ai dû me lever pour aller aux toilettes. Je suis entré dans le couloir à l'extérieur de ma chambre et avant d'entrer dans la salle de bain, j'ai cru entendre un bruit doux venant du bas dans le vestibule. Je ne suis pas du genre à aller vérifier les bruits. J'ai peur dans le noir de ma préférence pour les relations, ne pas être seul tout le temps. Je ne suis pas descendu vérifier. Je me suis convaincu que c'était un radiateur qui cliquetait ou quelque chose comme ça. Je vis dans cet appartement depuis presque 2 ans et la plupart de ce temps a été passé à vivre avec mon ex Georges, puis Thomas le reste du temps, mais presque jamais seul. Je connais les bruits qu'il fait et honnêtement ce bruit n'était pas un V déjà entendu. Donc après être allé aux toilettes, je suis retourné directement dans ma chambre et j'ai sauté dans mon lit pensant que le fin drap de couverture me protégerait de couverture. Une autre nuit, vers 2h00 du matin, j'aurais juré avoir entendu une porte de mon appartement s'ouvrir depuis l'extérieur de ma chambre. C'était le bruit qui m'a réveillé, donc je n'étais pas sûr à 100%. Cela faisait peut-être partie de mon rêve. Pourtant mon cœur battait la chamade. J'ai envoyé un message au groupe familial avec mes frères et sœurs et mes parents en disant simplement « J'entends des bruits tous les soirs ». J'ai peur, bien sûr, ils dormaient tous, alors je me suis endormi. Ce week-end-là, je suis rentré chez moi après avoir rendu visite à ma sœur. Rien ne manquait ni n'était cassé, mais j'avais l'impression que les portes étaient laissées ouvertes à des angles différents de ceux que je laissais avant. Cela peut sembler farfelu, mais ce n'est pas le cas.
J'ai l'habitude de laisser les portes fermées, ou presque fermées quand je quitte mon appartement. Toutes les portes étaient pratiquement grandes ouvertes dans tout l'appartement. Il n'y avait aucun courant d'air. Je garde la climatisation allumée la plupart du temps. J'ai parcouru l'appartement lentement, vérifiant chaque pièce. Mon estomac s'est serré quand j'ai vu que le placard du couloir était légèrement ouvert. Là, je savais que quelque chose n'allait pas. Je laisse toujours cette porte de placard fermée. Il n'y a aucune raison de la laisser ouverte, et en plus la porte a tendance à s'ouvrir si je la laisse ouverte. Je l'ai regardée pendant ce qu'il m'a semblé une minute entière avant de m'approcher. Quand je l'ai ouverte complètement, il n'y avait rien, juste des manteaux et des chaussures comme d'habitude. Cette nuit-là, j'ai poussé une chaise sous la porte de ma chambre et j'ai dormi avec un couteau sous mon oreiller. J'ai laissé la lampe de chevet allumée. J'ai dû m'endormir à un moment donné parce que je me suis réveillé au bruit de quelque chose qui bougeait, juste un léger frottement. Je me suis assise légèrement confuse, puis j'ai réalisé que la lumière était maintenant éteinte et la pièce dans le noir. J'ai regardé vers la porte. Je pouvais voir qu'elle était ouverte, mais j'avais coincé une chaise en dessous. Comment pouvait-elle être grande ouverte? Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être rêvé que j'avais coincé la chaise et laissé la lumière allumée, ou que je m'étais levé dans mon sommeil, mais j'ai vite compris à quel point j'avais tort. J'ai vu quelque chose au pied de mon lit dans le noir. Je jure que je ne pouvais pas dire ce que c'était. C'était juste une masse noire dans l'obscurité. Mais quand j'ai enfin commencé à réaliser que ce que je regardais était la moitié supérieure de la tête de quelqu'un, il était trop tard. Parce que j'ai senti deux mains commencer à caresser mes pieds, et j'ai complètement perdu les pédales. J'ai hurlé amen, arraché les poumons, et j'ai instantanément reconnu la voix de Thomas me disant de me calmer. Mais quand j'ai continué à crier, il m'a sauté dessus et a mis sa main sur ma bouche. Il m'a dit qu'il n'était pas là pour me faire du mal, juste pour parler. Il a dit qu'il ne lâcherait pas ma bouche tant que je n'accepterais pas de me taire. Alors j'ai acquiescé. La première chose que je lui ai demandé, c'était comment il était entré dans mon appartement. Et il a dit qu'il avait fait une copie de ma clé quand nous étions ensemble, juste au cas où. Il ne m'avait jamais dit qu'il avait fait ce comportement de psychopathe. Il avait dû se faufiler dehors une nuit avec mes clés pour les copier quelque part. Alors que j'étais assise là, à l'écouter, j'ai songé au couteau, mais j'avais trop peur de l'utiliser. Je savais que si je faisais, je devais être vraiment prête à l'utiliser. Il répétait « Je ne te veux pas d'homme, juste parler », mais il semblait simplement être là pour me terrifier et me forcer à revenir avec lui. Et j'étais vraiment trop effrayé pour dire non, de peur de ce qu'il pourrait faire. Alors j'ai dit oui, mais je lui ai demandé de simplement partir pour la nuit parce que j'étais choqué. Je pense qu'il est resté dans mon lit pendant une demi-heure en tout, avant de disparaître. Et quand il est parti, la première chose que j'ai faite a été d'appeler la police et d'expliquer les fractions. J'ai dit que j'avais peur qu'il soit encore sur les lieux pour que la police vienne vraiment. Quand ils sont venus, j'ai porté plainte, ce que j'ai ensuite utilisé pour obtenir une ordonnance restrictive contre Thomas, avec suffisamment de gens pour corroborer mes dires, puisque je ne pouvais pas prouver qu'il est entré chez moi. Un détective a retracé les faux numéros jusqu'à son téléphone via une appli de numéros fictifs, ce qui a aussi aidé tout. J'ai vécu chez mes parents jusqu'à trouver un nouvel appartement. J'ai fréquenté Claire pendant 1 an et demi. Au début, c'était l'une des personnes les plus intenses que j'avais jamais rencontrées. Pas dans le mauvais sens du terme. Elle était passionnée, charismatique, et pouvait parler de n'importe quoi pendant des heures. Quand elle partait, c'était comme si elle t'attirait dans son monde. Les premiers mois ont été incroyables. Elle me faisait des surprises, avec des cadeaux, laissait des post-it avec des poèmes sur mon miroir, m'envoyait un message de bonne nuit chaque soir, sans faute. Mais cette intensité avait un côté plus sombre. Elle ne connaissait pas le calme ou l'attente. Tout était soit parfait, soit catastrophique. Si je mettais 5 minutes de plus à répondre à un message, elle envoyait une série de messages. D'abord inquiète, puis en colère, et enfin s'excusant. Ça a empiré lentement, presque invisiblement. Elle m'a une fois accusé de tromperie parce que j'avais aimé une publication Instagram d'une fille avec qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Et quand je lui disais que quelque chose qu'elle avait fait me mettait mal à l'aise, elle se fermait complètement. Je ne veux pas dire qu'elle se taisait simplement. Je veux dire qu'elle restait assise dans mon appartement pendant des heures à fixer le mur, refusant de partir jusqu'à ce que je lui dise que tout allait bien.
La première fois qu'elle est venue à mon bureau sans prévenir, c'était après 6 mois. Elle avait apporté du café et agissait comme si c'était mignon, comme si nous étions un couple de séries télé. J'ai ri, mais la deuxième fois, c'était parce que je n'avais pas répondu à son appel. Elle est restée garée sur le parking jusqu'à ce que je descende. Elle avait pleuré. Je lui ai dit que ce n'était pas acceptable, et elle a juste souri et dit « Tu ferais la même chose pour moi ?» Non, je n'avais pas de réponse à ça. J'ai continué à trouver des excuses pour elle. Un traumatisme des problèmes, d'abandon des trucs d'enfance. Je pensais que si je prouvais simplement que je ne partirais pas, elle se calmerait. Au lieu de ça, plus je donnais, plus elle avait besoin. Finalement, j'ai atteint ma limite. Je lui ai dit que ça devait s'arrêter. Elle n'a pas crié ni pleuré. Elle m'a juste regardé en silence pendant ce qui m'a semblé des minutes. Puis elle a hoché la tête et dit « Tu penses que c'est fini pour toi, mais ce n'est pas fini pour moi. Je me souviens à quel point ça m'a glacé. Ce n'était même pas une menace, juste un fait. Je l'ai bloqué partout le soir même et j'ai changé de numéro. J'ai même demandé à mon gestionnaire d'immeuble si je pouvais avoir un autre appartement. Pendant quelques semaines, j'ai cru que ça avait marché. Puis les lettres ont commencé à arriver. Les lettres n'avaient pas de timbre ni d'adresse de retour, juste mon nom écrit à la main sur l'enveloppe généralement coincée entre ma porte et le cadre. J'ai gardé certaines de ces notes. La première était plutôt nostalgique. Elle disait « Tu me manques le matin. Je dors toujours du côté du lit où tu te couchais. » La deuxième était plus étrange. Elle disait « Tu vérifies toujours la porte 3 fois avant de te coucher. Tu ne t'en rends probablement même pas compte, mais moi si la troisième lettre est celle qui m'a fait faire une valise. » Elle disait « Tu as porté ta veste bleue lundi, celle avec le trou dans la manche. Tu devrais la recoudre. » Avant que ça ne s'aggrave, c'était la même veste que j'avais portée quand j'étais allé faire des courses, ce jour-là, dans un magasin de l'autre côté de la ville, sous une pluie battante. Je n'avais vu personne, pas une seule personne que je connaissais. Mais elle m'avait vu. J'ai su alors que déménager dans un autre quartier ne suffirait pas. J'ai trouvé un travail à Lyon, un bon. Je n'en ai parlé à personne, sauf à mon frère et à ma famille proche. Je n'ai laissé aucune adresse de réexpédition. J'ai même créé un nouvel email pour le travail sans lien, avec mes infos personnelles. Je suis devenu complètement invisible. J'ai même pris une boîte postale sous un faux nom. Je pensais que ça suffirait. Et pendant un moment, ça a été le casse. Plusieurs mois ont passé et j'ai bien dormi. J'ai recommencé à sortir. Rien sérieux, juste des verres et des films. Mais je riais à nouveau. Je me sentais comme une personne. Puis, un samedi, j'ai ouvert ma boîte postale et trouvé une enveloppe. Juste mon nom encore. Pas de timbre ni d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait un Polaroid. C'était une photo de moi marchant devant mon immeuble prise par derrière. J'avais mes écouteurs et un café à la main. Il faisait froid. On voyait de la neige sur le trottoir et les montagnes en arrière-plan. J'ai regardé le dos et écrit à l'encre rouge. Il y avait tu te voûtes quand tu es fatigué, je n'ai pas attendu. J'ai déménagé à nouveau plus vite cette fois. J'ai payé en cash une location dans un autre quartier. Un plus petit immeuble avec moins de locataires. J'ai encore changé de travail et dit à mon patron que j'avais des problèmes familiaux et que je devais travailler entièrement à distance. J'ai adopté un gros chien bruyant, un mélange de berger allemand, pour essayer de garder mon calme. J'ai supprimé presque tout en ligne. Je n'avais aucune appli ni réseau social. Je suis resté discret pendant presque 1 an et je n'ai plus rien entendu. Plus de lettres ni de photos. Je me suis laissé croire qu'elle était finalement partie jusqu'au post-it. Il était collé sur ma porte d'entrée un soir en rentrant de promener le chien. C'était un note jaune avec de l'encre rouge qui disait « Je n'aime pas la barbe, mon estomac s'est vraiment serré. Je l'avais laissé pousser peut-être 3 mois auparavant. Personne ne m'avait vu avec sauf le chien, et peut-être ma webcam professionnelle, que je gardais scotchée sauf pendant les appels. Je me suis rasé le soir même. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Mais le lendemain matin, une autre note attendait. Glissée sous l'essuie-glace de ma voiture, elle disait mieux, j'ai contacté la police à nouveau et déposé une plainte. Ils ont dit que sans menace ni dégradation, ils ne pouvaient rien faire. J'ai déjà demandé si je pouvais obtenir une ordonnance restrictive et ils ont dit que je devrais prouver qu'elle avait été près de moi, ce qui, sans l'avoir vue ou prise sur le fait, était quasiment impossible. J'ai changé mes habitudes et commencé à faire attention à chaque détail comme verrouiller les portes et tirer les rideaux. Je ne dormais pas beaucoup. Je restais allongé pendant des heures à fixer le plafond et à attendre que le plancher craque. 2 semaines se sont passées sans incident. J'ai commencé à
si les notes étaient anciennes. Peut-être qu'elle les avait laissées il y a longtemps et que je ne les avais remarquées que maintenant. Mais au fond, je n'y croyais même pas. Puis une nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit, avec ce sentiment horrible, comme si quelqu'un venait de me regarder et venait juste de quitter la pièce. Je me suis levé et j'ai vérifié les portes et les fenêtres même sous le lit comme si j'étais un enfant. Rien n'avait bougé. Mais le lendemain matin, scotché à l'extérieur de ma porte d'entrée, il y avait une petite enveloppe comme si quelqu'un avait pris son temps pour l'aligner parfaitement. À l'intérieur, il y avait une photo que je n'avais pas vue depuis des années. C'était Claire et moi dans un photomaton sur une promenade quand nous étions encore ensemble. Nous sourions et sa tête était sur mon épaule. Mais ses yeux avaient été grattés avec des marques profondes comme si quelqu'un avait utilisé une aiguille ou une épingle. J'ai encore déménagé, pas dans un autre quartier cette fois, mais hors de la ville complètement. J'ai trouvé un petit chalet à 3 heures dans les montagnes. C'était isolé et entouré de pins avec une seule route d'accès. J'ai payé en cash et utilisé un faux nom sur le bail qui était un système de paiement mensuel. Et j'ai laissé mon ancien smartphone derrière moi obtenant un deuxième numéro de téléphone dans le processus. J'ai acheté un téléphone basique, pour les urgences principalement. Je travaillais à distance via un ordinateur portable professionnel qui ne se connectait qu'à travers un VPN sécurisé. Personne à part ma famille proche et mon meilleur ami ne savait où j'étais. Je me suis tenu à l'écart. Le seul visiteur que j'ai eu était mon livreur Uber Eats, qui apportait occasionnellement des courses. Pendant un mois entier, je suis à peine allé en ville. Et tout a finalement fonctionné jusqu'à ce que j'entende des pas dehors écrasant la neige. Mon chien est devenu fou. Le lendemain matin, j'ai trouvé les empreintes. C'étaient des marques de chaussures, et elles allaient de fenêtre en fenêtre. Il n'y avait aucune note ni rien laissé nulle part sur la maison cependant. Quoi d'autre pouvais-je supposer sinon que c'était elle, qu'elle m'avait encore trouvé même si je ne savais toujours pas avec certitude si c'était vraiment elle cette fois. J'ai passé toute la journée à faire mes valises et à retourner dans ma ville natale. Aujourd'hui, je vis dans une maison avec 3 colocataires qui étaient dans l'armée. Si ce n'est pas une maison que les gens savent ne pas embêter, je ne sais pas ce que c'est. Leurs pick-up plaques Purple Heart et drapeaux géants partout devant la maison sont absolument dissuasifs pour Claire et le jeu psychopathe qu'elle jouait. Elle est une stalkeuse mentalement instable. C'est clair comme de l'eau de roche, et elle est un danger pour elle-même pour moi, et pour quiconque elle impliquera à l'avenir. Je souhaite juste que les forces de l'ordre soient plus disposées à intervenir et à faire quelque chose avant qu'il ne se passe quelque chose de vraiment grave.